Bonjour, aujourd'hui 1519, la conquête du Mexique. J'ai vécu les armes à la main, j'ai exposé ma personne à 1000 dangers, j'ai grandi le nom de mon roi, accru son domaine en plaçant sous son sceptre d'immenses royaumes de peuples étrangers que j'ai gagnés moi-même sans recevoir aucune aide. Hernán Cortés. « 2000 ans d'histoire. C'était au début du XVIe siècle l'aventure incroyable d'une poignée d'hommes partis à l'assaut d'un empire. Le 10 février 1519, à bord de 10 caravelles, 500 Espagnols quittaient la pointe occidentale de Cuba. Avec 16 chevaux, 10 canons et quelques fusils, ils allaient conquérir en quelques mois un pays de 25 millions d'habitants, 4 fois plus grand que le leur. À leur tête, un Espagnol de 33 ans, Hernán Cortés. Depuis 15 ans déjà, à Saint-Domingue et à Cuba, il rongeait son frein sur ces îles découvertes par Christophe Colomb. Les premières terres d'un empire que Cortés rêvait d'agrandir en donnant à l'Espagne ce pays encore inconnu, qui était là, tout près, à 200 kilomètres devant lui. Le pays des Aztèques, le Mexique. Un projet insensé, entrepris pour la gloire, pour l'Espagne, pour l'or, et pour le Dieu au nom duquel les conquistadors vont détruire une des plus grandes civilisations de l'histoire. Éminence, tout indique que Dieu les a désignés à notre pouvoir. Vous devez également savoir qu'ils sont incapables de comprendre les choses les plus simples, comme la rédemption du Christ ou le pardon de la confession. Ils n'ont aucune activité de l'âme, aucune idée de l'art. Je ne peux pas laisser dire ça. Prince. Et leur architecture, avant que nous détruisions toute leur ville. Cortés lui-même écrivait au roi d'Espagne qu'il n'avait jamais rien vu d'aussi beau sur ces terres. Il disait exactement « Rien de comparable en Espagne, la plus belle chose du monde ». Et que dire de cette phrase? Quelques-uns d'entre nous se demandaient si ce que nous voyions là n'était pas un rêve. Christian Duverger, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste de l'Amérique latine et auteur d'une biographie passionnante de Cortés qui vient d'être publiée chez Fayard. C'est l'histoire d'un homme dont on a du mal à comprendre, je le disais à l'instant, qu'il y a 5 siècles, avec à peine une poignée de soldats, il a pu conquérir tout un empire. Comment ça s'est fait, ça? Il ne le fait pas tout seul, vous l'imaginez. Mais ça se En fait, fait... c'était 300, 400 à peu près à Ils sont Mexico. 500, plus Ouais. peut-être 100, 200 Indiens taïnos qui viennent de Saint-Domingue. Alors l'histoire de Cortés est très particulière, mais je crois qu'on ne comprend pas si on gomme ce qui arrive avant. 1519, c'est le moment de la conquête du Mexique. Mais les Espagnols sont présents dans la Caraïbe depuis 27 ans déjà. Ouais, depuis la découverte de Colomb, oui. Voilà, Cortés lui-même est arrivé à Saint-Domingue en 1504. Il avait 19 ans. Et donc, il a 15 ans de vie antillaise. Et au fond, on connaît assez bien les tenants, les aboutissants de tout cet environnement culturel et géographique. Donc, on connaît parfaitement le Mexique. Et Cortés... Enfin, parfaitement, on connaît les côtes mexicaines. Il y a eu 2 expéditions ouais. avant Cortés. On connaît. Ouais. Et je crois que ce qui explique une partie du succès de Cortés, c'est qu'il y va en sachant où il va, sachant qui il va rencontrer. Ouais. D'ailleurs, on le voit très bien, il est le 3e à partir de Cuba dans une mission officielle, mais on sait très bien qu'il y a eu des bateaux avant. Oui, mais oui. Il sait exactement quel est son plan, et il va l'accomplir. Alors son plan, si vous me permettez, son plan, c'est de ne pas faire ce qui a été fait aux Antilles. Et je crois que la date de 1515, qui pour nous est Marignan, en fait, 1515, elle a un sens aussi dans l'histoire de l'Amérique, parce que c'est le moment où les humanistes, j'allais dire, c'est-à-dire les gens qui ont un petit peu de considération pour les Indiens, prennent conscience qu'il y a aux Antilles un désastre et qu'il ne faut pas recommencer ce génocide. Massacrer les populations des Antilles. Il ne faut pas recommencer le génocide au Mexique. Et Cortés se dit, après tout,
si je n'y vais pas moi, d'autres iront, ils vont massacrer, et on aura une répétition du génocide. Oui, mais on dit souvent, et il y va avec une autre Christian idée. Duverger, on dit souvent que si les Indiens, si les Aztèques, si leur empereur se sont montrés aussi résignés, c'est qu'ils ont cru que Cortés et ses soldats, c'était au fond des dieux. C'était leur dieu, Quetzalcoatl, qui devait revenir là-bas, et finalement ils se disent, très bien, vous êtes chez vous, arrivez, on vous attendait. Bon, c'est une légende, est-ce que c'est la réalité? C'est un mythe qui a été forgé après coup, pour un petit peu justifier la conquête de Cortés dans un contexte politique très particulier du milieu du XVIe siècle. Mais sur le moment, les Aztèques ne sont pas idiots. Ils savent très très bien que les Espagnols sont là, ils savent très bien qu'ils ont affaire, ils savent très bien aussi que les Espagnols ont dépossédé les Taïnos qui occupaient Saint-Domingue et Cuba, et que s'ils ne font pas quelque chose, il va leur arriver la même chose. Donc, Cortés va utiliser sa force de persuasion pour convaincre une série de tribus indiennes de s'allier avec lui. Oui, parce qu'ils vivent, eux, sous la domination, ces Indiens, sous la domination des Aztèques. C'est un empire, voilà. Et effectivement, ils ne supportent plus tellement le pouvoir des Aztèques sur eux. Voilà, au fond, Cortés va utiliser une guerre indienne et il va faire se rencontrer deux mondes indigènes qui se détestent mutuellement. Et il va être l'un des chefs de ce camp. Alors, il arrive donc, il quitte Cuba en février 1519, il arrive en mars sur les côtes du Mexique, à Veracruz, entre autres, enfin de plusieurs ports, puis Veracruz. À Veracruz, il brûle ses vaisseaux. Pourquoi? Pour ne pas revenir en arrière Alors Cortés, qui est un personnage absolument fascinant et haut en couleur, doit évidemment se battre sur deux fronts. Il y a bien sûr le front de la conquête du Mexique, mais il y a aussi le front espagnol. Alors, je vous l'ai dit, Cortés est plutôt un rebelle qu'un fonctionnaire docile. Et il est parti de Cuba, nommé officiellement, mais pratiquement en brûlant la politesse au gouverneur responsable de Cuba. Diego Velázquez. Qui s'appelle Diego Velázquez. Et il va, au fond, faire une conquête pour lui, parce qu'il a des idées différentes de celles de Velázquez et de celles de la couronne espagnole. Et cette idée, c'est de préserver justement les Indiens. Donc il va tout de suite essayer de convaincre ses premiers interlocuteurs, qui sont ceux qu'il va rencontrer à Veracruz, qu'il a une autre idée pour l'avenir de cette région du monde. Mais il ne veut pas non plus que des Espagnols repartent vers Cuba. Enfin bref, en tout cas, il brûle ses vaisseaux dans tous les sens du terme. Il ne peut plus aller qu'en avant à ce moment-là. Comme il se méfie évidemment des traîtres à l'intérieur, une fois qu'il est arrivé à Veracruz, il brûle ses vaisseaux de façon à ce que personne ne soit tenté par le retour à Cuba. Personne ne peut plus battre en retraite. Et puis alors après avoir parlementé pendant quelques mois avec les envoyés de l'empereur du Mexique, de Aztèque, Moctezuma, eh bien il quitte Veracruz et il s'enfonce à l'intérieur du pays. C'est un périple de 3 mois avec quelques batailles. Il franchit des montagnes de 4000 mètres et puis brusquement, le 8 novembre 1519, il se trouve devant Mexico. Alors là, vous dites, c'est l'émerveillement. Les Espagnols n'en reviennent pas de cette ville. Oui, mais on peut revenir un tout petit peu en arrière. C'est quand même à propos de ces bateaux qu'il va mettre par le fond à Veracruz, c'est un coup de poker fantastique, parce qu'ils sont 400, 500, et il y a quelque chose comme 15 millions d'habitants dans le Mexique central. Il y a à peu près 25 millions d'habitants, à peu près dans tout le Mexique, si on englobe la zone Maya. Donc, que vont peser ces quelques centaines d'Espagnols dans ce monde indien, puissant, ultra puissant, très organisé? Donc, brûler ses vaisseaux, c'est vraiment un acte de confiance en soi absolument phénoménal. Et que ça marche suscite évidemment une interrogation et une admiration, parce que c'est pas à la portée de n'importe qui. La découverte de Mexico, vous en parlez longuement dans votre livre, il paraît que les conquistadors étaient absolument suffoqués. C'est une ville immense. Vous dites qu'elle était 10 fois plus peuplée que la plus grande ville européenne de l'époque était Séville. Pour les Espagnols, c'est inouï. Ah, c'est inouï, mais ça, je crois que c'est le plus grand choc de la conquête. C'est la disparité entre les deux mondes, du point de vue démographique. La plus grande ville européenne, c'est Séville, probablement, entre 40 000 et 60 000 habitants selon les auteurs. Paris, c'est une indication, il y a 35 000 habitants. Londres, à peu près, entre 35 000 et 40 000. Madrid n'existe pas, c'est un village de 3 000 habitants à l'époque. Et là, on tombe sur un monde extrêmement dense. Et la ville de Mexico, c'est entre 600 et 700 000 habitants. Et la conurbation,
Mexico est une île, c'est une ville sur une île autour d'un grand lac, et la conurbation, c'est quelque chose comme 3 millions d'habitants. Alors évidemment, on ne structure pas une ville de 3 millions d'habitants ou un ensemble urbain de 3 millions d'habitants comme on structurait nos villes au Moyen-Âge. Rappelez-vous les cathédrales, les maisons entassées, enfin ça n'a rien de comparable. Alors on comprend la fascination. C'était le 8 novembre 1519 et c'était aussi la rencontre entre l'empereur Moctezuma et Cortés sous les yeux de plusieurs témoins, la revue de texte de l'époque, Stéphanie Duncan. Oui, ce 8 novembre 1519, Cortés et son armée donc approchent enfin de Mexico. Et entre ces deux mondes qui se rencontrent, qui vont s'affronter, l'émerveillement d'abord est réciproque. Sur la route, raconte Diaz del Castillo, un compagnon de Cortés, la foule était telle qu'il nous était impossible de garder nos rangs. Les tours, les temples, les embarcations de la lagune, tout était plein de monde. Ce n'était pas surprenant, dit-il, puisque jamais les habitants de ce pays n'avaient vu ni chevaux, ni hommes comme nous. Et Diaz ajoute « Quant à nous, en présence de cet admirable spectacle, nous ne savions que dire, sinon nous demander si tout ce que nous voyions était la réalité. » Alors on le sait, Cortés et ses hommes ne sont pas au bout de leur surprise. Ils voient en effet arriver à leur rencontre le grand Moctezuma, comme il paraît-il il faut dire, donc je dis bien Moctezuma, sous un dais merveilleusement orné. Ses pieds, raconte Diaz, étaient chaussés de sandales aux semelles d'or et enrichis de pierreries. À ses côtés, des caciques aussi très brillamment vêtus s'occupaient à porter le dais, et d'autres s'avançaient devant Moctezuma en balayant le sol sur lequel ses pieds devaient se poser, prenant soin de le couvrir de tapis afin qu'il ne foulât jamais la terre. Aucun de ces grands seigneurs n'osait lever les yeux sur lui, il marchait le regard baissé en affectant le plus grand respect. Alors, Moctezuma apparaît donc ici comme un souverain de nature quasi divine, imposant la crainte à ses suzerains et à ses visiteurs. Et bien, en réalité, Moctezuma lui-même a très peur. En effet, avant de rencontrer Cortés, il a entendu dire toutes sortes de choses sur ces étrangers qui sont munis notamment d'effrayantes machines. Grande fut sa stupeur et grand son émerveillement quand il ouït dire comment éclate le canon, comment retentit son tonnerre et la pâmoison qu'il suscite. Eh bien oui, ce sont des canons. Et la description physique qu'on lui a faite de ces hommes a tout aussi pour l'effrayer. De tous côtés, leurs corps sont emmitouflés, on ne voit paraître que leur visage. Visage qui est blanc, blanc comme de la chaux. Ils ont les cheveux jaunes, bien que certains les aient noirs. Leur chevelure est bouclée, fine, légèrement crépue. Mais oui, ça ne ressemble pas aux chevelures lisses et noires des Indiens. En outre, leurs chiens sont énormes. Alors, les chiens, c'est bien sûr, ce sont les chevaux. Ils ont les oreilles frémissantes et aplaties. Ils ont des yeux qui répandent du feu. Ils ne cessent de cracher des étincelles. Moctezuma fut saisi de grande crainte, en sorte que son cœur en fut comme pâmé. Il eut le cœur saisi, accablé par l'angoisse. L'émerveillement est réciproque, Christian Duverger. Et ce sont bien des chiens. Oui. Ce sont pas des chevaux. Ce sont des chiens, parce que les chiens aztèques sont tout petits et n'aboient pas. Ah. Et là arrivent d'immenses dogs qui aboient très fort, et c'est ça qui, c'est comme ça qui. Je pensais que c'était c'est des chevaux en tout cas que les Aztèques n'avaient jamais vus. Alors la crainte de Moctezuma, elle est fondée. Peu de temps après, il devient l'otage des Espagnols, qui eux-mêmes se retrouvent coincés dans cette ville immense. Ils sont 300-400, un peu prisonniers au fond de leur conquête. Mais pendant 7 mois, ça s'est bien passé. Pendant 7 mois, ça se passe assez bien, parce qu'évidemment, Cortés a l'idée du métissage. Et dans tous les phénomènes de rencontres culturelles, on oublie toujours qu'il y a une sorte de crainte de l'autre, mais en même temps de fascination. Et ça vaut pour les deux côtés. C'est-à-dire, autant Cortés est fasciné par ce qu'il voit, par cette grandeur et cette richesse culturelle qu'il voit chez les Indiens, autant Moctezuma, lui aussi, est fasciné par un certain nombre de choses qu'il découvre chez les Espagnols. Il y avait des femmes indiennes qui lui ont d'ailleurs donné des enfants. Ah oui, ça Cortés... La Malinche, Cortés aime le monde indien, il aime les indiennes, il aura un certain nombre d'enfants d'au moins 5 femmes. Il aura une première série d'enfants avec des femmes indiennes et une seconde série avec une femme espagnole. Il aura 11 enfants en tout, de 6 femmes différentes. C'est un joyeux luron, vous savez, c'est un personnage. En tout cas, il va faire de ces Indiens des sujets de Charles Quint, le roi d'Espagne, une victoire donc mise en musique 3 siècles plus tard par un compositeur italien peu connu, Gaspard Spontini, auteur de cet opéra, Fernand, et non pas Hernán, Fernand Cortés. Suivez-moi à Castilla, marchez tout invincible, Cortés va vous conduire à des succès nouveaux. Cortés va vous conduire à des succès nouveaux. Suivez-moi à Castilla, marchez tout invincible, Cortés va
2000 ans d'histoire, France Inter, aujourd'hui la conquête du Mexique. C'était l'extrait d'un opéra peu connu de Gaspare Spontini, Fernand Cortés ou la conquête du Mexique. Une conquête qui fut si violente qu'elle a même choqué quelques Espagnols, dont ce prêtre dominicain, témoin de la conquête, Bartolomé de las Casas. On écoute un extrait du film de Jean-Daniel Verrègue, La controverse de Valladolid, avec Jean-Pierre Mariel, dans le rôle de Las Casas. J'ai vu des cruautés si grandes qu'on n'oserait pas les imaginer. À Cholula, au Mexique, et à Tapeaca, c'est toute la population qui fut égorgée. Au cri de Saint-Jacques. Et c'était facile. Parce que ces hommes n'avaient pas d'armes à feu comme les nôtres, ni de chevaux. Savez-vous, Éminence, qu'en certains endroits, les Espagnols se servent du sang de ces hommes pour arroser leurs terres. Les capitaines, on emmenait de longs cortèges enchaînés en expédition, et de temps en temps, ils disaient aux soldats, coupez un morceau de la cuisse de ce drôle-là et donnez-le aux chiens. Comme s'il s'agissait de quartiers de moutons. Dans certains camps, il y avait des étalages, des boucheries de chair humaine, des cuisses, des poitrines attachées à des poutres. Les Indiens, ils les nourrissaient de chair indienne, ça ne coûtait rien. On a même raconté que les Espagnols en mangeaient. Alors C'était épouvantable dans la conquête du Mexique aussi. Vous dites que Cortés aimait les Indiens, était soucieux du métissage. Il y a eu aussi des massacres. C'était une page noire de l'histoire de l'Espagne, Christian Duverger. C'est une guerre. Oui. C'est une guerre, oui. Alors, Il y a eu immédiatement après, par exemple... La guerre n'a lieu véritablement qu'à partir de ce qu'on appelle le massacre du Templo Mayor. Donc la scène est la suivante. C'était en mai 1520. Oui. Voilà. Cortés est appelé à Veracruz parce qu'il y a un postulant au pouvoir mexicain qui arrive de Cuba. Il est obligé d'aller à Veracruz chasser l'intrus, qui est le représentant de la couronne, le représentant du gouverneur de Cuba. Il abandonne donc Mexico aux mains d'un adjoint, Alvarado, qui n'est pas du tout de la même eau. Et aussitôt, ayant tourné le dos, Alvarado commet un massacre invraisemblable. Et là-dessus, ça déclenche les hostilités. On dit que c'est parce qu'il avait assisté à un sacrifice humain, comme les Aztèques en organisaient souvent, et que ça l'avait choqué. C'est le prétexte qui a été invoqué, et donc pour l'empêcher, il a lui-même massacré des quantités d'Indiens. En tout cas, on peut penser qu'il a pris peur, parce qu'ils sont 50 ou 60, dans une ville où il y a 300 000 personnes. Donc on ne sait pas ce qui se passe très bien. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il commet une infamie. Et derrière, Cortés a l'impossibilité de récupérer la situation. Donc il va chasser Narvaez qui venait lui contester le pouvoir, il va revenir à Mexico à toute allure. Là, les choses s'enveniment. Très rapidement, il s'aperçoit qu'il ne pourra pas récupérer la situation. Moctezuma, qui va être l'empereur dont le nom veut dire celui qui se fâche comme un seigneur. Voilà. Donc Moctezuma, l'empereur, est lapidé par la foule à un moment où Cortés essaie de l'utiliser pour calmer les esprits. Ça ne marche pas, et c'est la fameuse nuit triste, la Noche Triste du 30 juin, où là, les Aztèques chassent les Espagnols, et là, c'est vraiment absolument un désastre. Ah, le récit que vous avez fait est absolument terrifiant. Les Espagnols quittent Mexico de nuit. Ils sont quand même assaillis par les Indiens. Il y a des Espagnols qui se noient parce qu'ils cherchent à trimballer tous les trésors. Puis ils transportent des trésors. Ils coulent avec leurs trésors dans le lac de Mexico, de Tenochtitlan. Ils sont victimes de leur cupidité, dites-vous. Absolument. Et alors, à partir de là, les Espagnols sont en très mauvaise posture. Et là, Cortés, pour récupérer l'année suivante Mexico, va mener une vraie guerre. Qui va être une guerre navale, puisque Mexico étant sur une île, il va faire le siège naval de Mexico. 3 mois de siège, 240 000 morts, dit-on. Oui. Alors, au fond, ce qui se passe, c'est que les résistants, c'est-à-dire l'âme de la résistance, ils décident de rester et de mourir sur place. C'est-à-dire, c'est plutôt les Aztèques, les Aztèques vont plutôt décider de se suicider, un petit peu comme l'ont fait les Taïnos dans les Grandes Antilles, à Saint-Domingue et à Cuba, et donc ils refusent de se rendre. Alors tous les jours, Cortés envoie des émissaires, et puis chaque fois ils sont repoussés, donc ça finit par une hécatombe. C'est la prise de Mexico. Cortés est maître du Mexique, qui devient une colonie espagnole, la Nouvelle-Espagne, où les Indiens deviennent des esclaves, contraints de travailler et de se convertir à la religion des conquérants. Est-ce qu'il a entendu parler de la vraie foi? Est-ce qu'il croit en Dieu? Demandez-lui. Kuish, ankimatel tokitias. Toteki odios. Éminence, il dit qu'il reste fidèle au Dieu de ses ancêtres.
Ils sont sensibles à la douleur? À la douleur, vous ne voudriez tout de même pas essayer ici, dans un monastère? Oui, ils souffrent. Je puis vous assurer qu'ils souffrent comme nous, ils se plaignent quand on les frappe. Oui, mais la douleur morale, la tristesse de vie. Est-ce qu'ils peuvent être une mélancolie? Mais oui, je vous l'ai dit, et nous leur donnons toutes les raisons d'être tristes. Est-ce qu'ils ont l'idée d'un châtiment dans l'éternité? Oui, ils ont une sorte d'enfer. Est-ce qu'ils ont un paradis? Oui, ils vivent après la mort et ils ont la notion de l'âme parfaite. Est-ce qu'ils croient au pardon des péchés? Est-ce qu'ils croient à la résurrection de la chair? Ils honorent leur mort? Est-ce qu'ils se souviennent des choses du passé? Est-ce qu'ils croient dans la sainteté? Alors c'était le choc entre deux religions, la conquête du Mexique et finalement la soumission, et deux civilisations, la soumission des Aztèques à la religion, à la langue aussi. Vous dites que c'est pas tout à fait vrai, mais enfin la langue du colonisateur. Or vous dites en même temps que Cortés était lui-même partisan du métissage, qu'il respectait les Indiens, leur religion, leur langue, le nahuatl. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est-à-dire, toute la vie de Cortés, c'est aussi un débat d'idées pour savoir ce que l'on fait de l'Amérique. Et Cortés est porteur d'une idée, il est porteur de l'idée du métissage. Lui, il va installer le nahuatl, qui est la langue des Aztèques, comme langue officielle au Mexique. Il va lutter contre l'hispanisation. Il va faire venir des franciscains qui fonctionnent comme un État dans l'État, indépendant des pouvoirs politiques. Et de l'autre côté, il y a la couronne qui essaie de rattraper l'opération Cortés et va, elle, essayer de transformer le Mexique en une colonie. Tout à l'heure, vous avez dit, après la conquête de Mexico, le Mexique devient la Nouvelle-Espagne et devient une colonie. C'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire, c'est pas tout de suite le cas. Tant que Cortés sera vivant, ça ne sera pas le cas. Il faut vraiment attendre qu'il soit très vieux, qu'il revienne en Espagne après 1540. Et mis sur la touche, aussi, un peu comme Christophe Colomb. Mis sur la touche, et là, Charles Quint va lui-même démissionner en fait du pouvoir espagnol, puisqu'il va se partir en 1543 en Allemagne. Il va laisser le pouvoir aux mains de vice-rois, et là, les vice-rois vont organiser la colonie. Mais c'est 1543, c'est presque la fin de l'histoire de Cortés, qui va mourir en 1547. Donc pendant une vingtaine d'années, il y a un débat profond pour savoir ce que l'on fait du Mexique, ce que l'on fait de l'Amérique à découvrir encore. Et Cortés n'est pas du tout un partisan de l'esclavage, ça je le dis nettement. On est dans un monde où l'esclavage existe, mais on peut parfaitement être dans un monde où l'esclavage existe et ne pas soutenir moralement l'esclavage. C'est autre chose. Oui, cela dit, ces Indiens, quand même, ils vont disparaître à toute allure. On a beau débattre sur eux, sont-ils ou non des êtres humains? Car c'est de ça que dépendra, c'est la controverse de Valladolid, en l'occurrence, c'est de ça que dépendra leur destin, mais ils dépérissent à vue d'œil. La population, je crois, du Mexique, enfin de l'actuel Mexique, de l'ancien empire aztèque, c'était à peu près, je crois, 30 millions d'habitants. Un siècle après, il n'y en avait plus que 1 million. Alors il y a autre chose aussi, Christian Duverger, qui explique leur disparition. C'est pas seulement les massacres, c'est le choc microbien, c'est les maladies transportées par les Espagnols. Oui, c'est exact. Enfin, pour le Mexique, c'est absolument certain. C'est d'ailleurs pas immédiat, mais dès la conquête du Mexique, on a évoqué tout à l'heure, il y a une première épidémie de variole qui va fragiliser la résistance aztèque, et derrière, il y aura un certain nombre d'épidémies, une grande dizaine. Et à la fin du siècle, il y a environ 1 million d'Indiens sur les 15 ou 16 millions au moment du début du processus, au début du XVIe siècle. Donc la population s'effondre, mais c'est très tardif. C'est-à-dire jusqu'au milieu du siècle, du XVIe siècle, il y a à peu près il y a une dizaine de millions d'Indiens encore dans le Mexique central. Donc l'effondrement lié aux maladies et aux épidémies est tardif, mais il est absolument inexorable. 1 million à la fin du siècle, 1 million d'Indiens. Ces Indiens, combien sont-ils à peu près aujourd'hui au Mexique? Qu'est-ce qu'ils représentent dans la population? Je crois qu'un très très grand nombre. Au fond, finalement, Cortés, qui a été un banni de l'histoire, il faut rappeler que ses livres ont été brûlés par Charles Quint, sur ordre de Charles Quint par l'Inquisition. Il a été mis à l'index, ses livres ont été interdits, parce qu'il défendait l'idée d'un Mexique indépendant, justement. Et non pas conquis, et non pas un Mexique. Non, mais il fait, c'est ça qui est assez fascinant. Il fait la conquête du Mexique pour que le Mexique soit indépendant, soit un pays métis et non pas une colonie. Donc tout ça va se jouer sur des siècles et des siècles.
Aujourd'hui, ça dépend les critères que l'on prend pour désigner qui est indien, mais on peut considérer que le Mexique est massivement métis et qu'il y a donc du sang indien dans à peu près 90% de la population. Et si l'on prend les locuteurs, c'est-à-dire ceux qui savent parler les idiomes qui se parlaient au moment de l'arrivée de Cortés, je crois qu'on serait autour de 6 millions, 3 millions de Mayas et 3 millions de Nahuas, qui étaient les occupants du massif central, du plateau central, c'est-à-dire la région aztèque. Merci Christian Duverger de nous avoir rappelé l'aventure de Cortés au Mexique. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de la biographie de Cortés que vous avez écrit chez Fayard. Vous avez pu entendre des extraits du film La controverse de Valladolid de Jean-Pierre Verrègue avec Jean Carmet et Jean-Pierre Mariel et Jean-Louis Trintignant, disponible en cassette chez Coba Film Vidéo, ainsi qu'un extrait du documentaire Les grandes batailles du passé consacré à la bataille de Mexico d'Henri de Turenne et Daniel Costel, diffusé sur la chaîne Histoire. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Étienne Michka et Gaëtan Colli. Revue de texte, Stéphanie Duncan. Documentation, Anne Weinfeld et Virginie Bloch-Lenné. Une réalisation de Anne Kobilac. Une émission de Patrice Gélinet.